La République démocratique du Congo est souvent présentée comme un pays pauvre. Pourtant, cette image masque une réalité bien plus complexe. Depuis des siècles, certaines tribus congolaises ont bâti de véritables puissances économiques, parfois avant même l'arrivée des colonisateurs. Métallurgie avancée, contrôle des routes commerciales, agriculture de surplus, commerce international, exploitation minière ou encore esprit entrepreneurial moderne, la richesse en RDC ne date pas d'hier. Dans ce documentaire d'investigation, nous allons remonter le fil de l'histoire pour comprendre comment certaines tribus congolaises sont devenues parmi les plus riches, non pas seulement en argent, mais en savoir-faire, en influence et en pouvoir économique durable. Des royaumes anciens aux réseaux commerciaux modernes, voici les 10 tribus de la RDC dont l'enrichissement est le plus fascinant, classés du numéro 10 au numéro 1. Une plongée dans une histoire trop souvent ignorée. Numéro 10, les Nandes. L'histoire de l'enrichissement des Nandes est l'une des plus impressionnantes de l'époque moderne congolaise. Dans les années 1980 et 1990, alors que le Zaïre traversait une grave crise économique, un groupe restreint de commerçants nandes, basé à Butembo, a changé le destin de toute une région. Des hommes comme Mahembe, Palos, Setraka, Rangui, Kasunzura et Nganza ont ouvert, presque seuls, les routes commerciales entre le Zaïre et l'Asie. Sans diplôme prestigieux, parfois sans même avoir terminé l'école primaire, ils ont su anticiper la mondialisation. Ils exportaient de l'or, du café, du cacao et de la quinine. Et importaient des produits très demandés, électroménagers, vêtements, pièces automobiles. Butembo est ainsi devenu un centre économique majeur, alimentant tout le pays. Leur richesse se distinguait par une grande sobriété, pas d'ostentation, mais une discipline financière redoutable. Aujourd'hui, leurs enfants perpétuent cet héritage, faisant des Nandes un symbole d'intelligence économique congolaise. Numéro 9, les Luba du Kasaï. La richesse des Luba du Kasaï s'enracine profondément dans l'histoire précoloniale. Dès le XIVe siècle, ils maîtrisaient la métallurgie du fer et du cuivre, produisant des outils et des armes très recherchés. Ces biens leur permettaient de dominer les échanges régionaux, notamment contre le sel et le poisson séché. Leur position géographique stratégique leur donnait le contrôle de routes commerciales reliant le Kasaï à la ceinture de cuivre du Katanga. Ils prélevaient des tribus sur l'ivoire, les métaux et, plus tard, les esclaves. Sous la colonisation belge, les Luba du Kasaï furent parmi les premiers à adopter l'école et l'évangélisation. Cette avance éducative leur ouvrit l'accès à l'administration et aux métiers techniques. Au XXe siècle, leur migration vers le Katanga, pour travailler à la Gécamine, a favorisé l'émergence d'une classe moyenne instruite. Enfin, la découverte et l'exploitation des diamants industriels via l'Amiba ont consolidé leur influence économique, faisant des Luba l'un des piliers économiques historiques du Congo. Numéro 8, les Bas-Congo. Le royaume Congo fut l'un des premiers États africains à s'intégrer au commerce mondial. Dès le XVe siècle, les Bas-Congo contrôlaient les échanges entre l'intérieur du continent et la côte atlantique. Ils exportaient de l'ivoire, du cuivre et des textiles en raffia vers l'Europe, notamment le Portugal. À partir du XVIe siècle, la traite transatlantique des esclaves devint un pilier central de leur économie. Les rois échangeaient des captifs contre des armes, des tissus et des produits de luxe. Le royaume disposait aussi d'un système monétaire sophistiqué basé sur les coquillages Nzimbu, dont le contrôle permettait aux Mani-Congo de réguler l'économie. L'agriculture, notamment le manioc et l'huile de palme, soutenait une population urbaine dense à Mbanza, Congo. À cela s'ajoutait un artisanat de prestige, symbole de pouvoir et de richesse. Les Bas-Congo ont ainsi bâti une économie centralisée, bien avant l'ère coloniale. Numéro 7, les Lunda. L'empire Lunda doit sa richesse à un contrôle territorial et commercial extrêmement structuré. Situé au cœur de la ceinture de cuivre, il dominait l'extraction et le commerce du cuivre, du fer et du sel. Ces ressources étaient essentielles à l'économie régionale. Dès le XVIIe siècle, les Lunda établirent des routes commerciales reliant l'Afrique centrale aux côtes atlantiques et à l'océan Indien. Ils échangeaient principalement de l'ivoire et des esclaves contre des armes à feu et des textiles européens. Vers 1850, l'Empire était l'un des plus grands fournisseurs d'esclaves de la région. Le pouvoir du Moine Yave reposait sur un système de tribus centralisé, garantissant loyauté et redistribution des richesses. Une agriculture productive et un artisanat développé complétaient cette économie. Cette organisation rigoureuse fit des Lunda l'un des empires les plus riches et influents de l'Afrique centrale précoloniale. Numéro 6, les Cuba. Le royaume Cuba représente un modèle unique de prospérité fondé sur l'innovation. Au XVIIe siècle, sous le règne de Chayamambula Nogung,
Les Kuba adoptèrent des cultures venues d'Amérique, comme le maïs et le manioc, révolutionnant leur agriculture. Grâce à un calendrier agricole précis, ils produisaient des surplus importants. Leur position géographique leur permettait de contrôler les routes commerciales entre le Kasaï, le Sankourou et le Lulua. Ils exportaient de l'ivoire, du caoutchouc et des textiles raffinés. L'art Kuba, notamment les tissus en raffia brodé et les sculptures, constituait une véritable monnaie de prestige. Le royaume disposait aussi d'un système fiscal stable et d'une administration efficace, favorisant les affaires. Protégés géographiquement, les Kuba ont longtemps échappé aux ravages de la traite, conservant leur main-d'œuvre et assurant une prospérité durable. Numéro 5, les Chi. Les Chi, aussi appelés Bashi, ont bâti leur richesse sur une organisation sociale rigoureuse centrée sur la terre et le bétail. Dans le royaume Bushi, la vache était la principale unité de richesse. Elle servait à la fois de réserve de valeur, de moyen de paiement pour la dot et de levier d'alliance politique entre clans. Installés dans les hauts plateaux fertiles du Sud Kivu, les Chi ont développé une agriculture de montagne très productive, fondée sur la banane, les haricots et le maïs. Cette maîtrise agricole a permis de soutenir une densité de population exceptionnelle, favorisant l'accumulation de richesses. Le système du Kalinzi renforçait ce pouvoir. Les chefs coutumiers contrôlaient la terre et percevaient des redevances, concentrant les ressources au sommet de la hiérarchie. Les forgerons Chi occupaient un rôle central, produisant outils et armes essentielles à l'économie. À l'époque moderne, les Chi ont transposé cette discipline sociale dans le commerce et l'entrepreneuriat, s'appuyant sur de solides réseaux familiaux, ce qui explique leur forte présence économique aujourd'hui. Numéro 4, les Chokwe. Les Chokwe se sont imposés comme une puissance économique au XIXe siècle grâce au commerce à longue distance et à leur supériorité militaire. Dès les années 1830, ils ont établi des échanges directs avec les Portugais sur la côte angolaise, exportant de l'ivoire, de la cire d'abeille et du caoutchouc. Redoutables chasseurs d'éléphants, ils dominaient le marché de l'ivoire grâce à l'usage d'armes à feu modernes. Cette richesse leur a permis de financer une expansion militaire spectaculaire. Vers 1900, les Chokwe renversèrent même l'empire Lunda, dont ils étaient autrefois tributaires, prenant le contrôle de vastes territoires et de routes commerciales stratégiques. En parallèle, leur économie reposait sur une métallurgie avancée, produisant houes, haches et lances, ainsi qu'un artisanat artistique très recherché. Une agriculture solide assurait la subsistance de leur population. Cette combinaison de commerce, guerre et production locale a fait des Chokwe l'un des peuples les plus riches de leur époque. Numéro 3, les Tetela. L'ascension économique des Tetela s'est construite autour du commerce, des alliances stratégiques et du pouvoir politique. À la fin du XIXe siècle, certains chefs Tetela, comme Ngongo Leteta, se sont alliés aux commerçants afro-arabes de l'Est africain. Ils servaient d'intermédiaires dans le commerce de l'ivoire et des esclaves, obtenant en échange des armes à feu et des marchandises de grande valeur. Cette richesse commerciale reposait aussi sur une base agricole solide. Les Tetela cultivaient le manioc, la banane et les noix de cola, tout en pratiquant l'élevage. Le bétail et les lingots de cuivre constituaient des symboles majeurs de richesse. Sous la colonisation, de nombreux Tetela furent intégrés à la force publique. Malgré des révoltes notoires, cette présence leur permit d'accéder plus tôt à l'éducation et à des fonctions administratives. Après l'indépendance, leur influence politique, incarnée notamment par Patrice Lumumba, favorisa l'émergence d'une élite intellectuelle et économique durable. Numéro 2, les Mangbetu. Les Mangbetu ont bâti leur richesse au XIXe siècle grâce à une combinaison de puissance militaire, de technologie et de contrôle commercial strict. Réputés pour leur excellence en métallurgie, ils fabriquaient des armes et des outils supérieurs qui leur donnaient un avantage décisif sur leurs voisins. Les rois Mangbetu, comme Nabiem Bali, contrôlaient personnellement le commerce de l'ivoire et du cuivre avec les marchands venus du Nil. Aucun échange important ne se faisait sans l'autorisation du pouvoir royal, garantissant un monopole économique efficace. Numéro 1, les Andes. Les Andes, ou Azandes, occupent la première place en raison de la durabilité et de l'adaptabilité de leurs richesses. Dès le XVIIIe siècle, ils ont bâti une puissance régionale par la conquête militaire, contrôlant de vastes territoires agricoles et assimilant de nombreux peuples. Au XIXe siècle, ils devinrent des acteurs majeurs du commerce de l'ivoire, échangeant avec des marchands arabes et européens. Cette période renforça temporairement leur richesse et leur influence. Traditionnellement, la richesse chez les Andes
se mesurer par l'abondance alimentaire.